On commence doucement à s'approcher de la fin de nos vidéos de classement de catégorie de poids et aujourd'hui on s'attaque à un mastodonte du MMA. La catégorie des poids lourds légers est à mon sens la plus importante de l'histoire des arts martiaux mixtes. En plus d'être l'une des plus anciennes, elle est également celle qui renferme le plus de légendes du sport et le plus de rivalités iconiques. Ce n'est pas uniquement propre à l'UFC bien sûr, les moins de 93 kg étaient certes appelés poids moyens au Pride, mais il n'en était pas moins des colosses qui ont marqué le sport de leur empreinte. Je dois dire qu'il était particulièrement difficile de démêler l'histoire des lourds légers tant la catégorie est dense et tant elle contient de combattants qui ont concouru à des poids très variés. Après pas mal de réflexion, j'ai décidé d'opter pour 15 noms cette fois-ci car certains choix étaient bien trop cruels à faire. Sans plus de cérémonie, vous êtes sur la chaîne des Journeymen et voilà les 15 meilleurs poids lourds légers de l'histoire du MMA. Numéro 15, Forrest Griffin. On commence avec le combattant qui a plus ou moins sauvé l'UFC en 2005. Forrest Griffin est un pilier du MMA, si bien qu'il apparaît dans le Hall of Fame à 2 reprises. Son affrontement contre Stéphane Bonnard en finale de la première saison de The Ultimate Fighter est considéré comme le moment qui a sorti la promotion d'une situation financière plus que délicate. En remportant ce combat, Forrest s'est assuré d'une place dans l'histoire du MMA, mais évidemment, il y a plus que ce simple moment qui importe dans sa carrière. En 2008, il devient champion du monde en battant Quinton Jackson, une victoire hautement symbolique pour un combattant très apprécié des fans et de la promotion. En plus de sa qualité sportive évidente, ce qui marque chez Forrest c'est son apparence, un peu comme Roy Nelson, il ressemble à votre voisin et il a un trait sympathique et familier qui donne envie de le soutenir. Évidemment, une fois que se referme la cage, c'est une toute autre histoire. Forrest est un bagarreur qui avance constamment. Sans être le striker le plus technique du monde, c'est avec cette pression qu'il a fait craquer tous ses adversaires. Sous un certain angle, vous pouvez regarder un ancien combat de Griffin et vous dire que son style ressemble par moments à celui de notre champion des poids moyens Sean Strickland. Le défaut évident du style de Forrest, c'est qu'il est parfois un peu prédictible et sa carrière en a pâti par moments. De 2005 à sa retraite en 2012, Griffin est resté l'un des combattants les plus populaires du MMA. On tâchera d'oublier le moment très gênant qui est intervenu lors de l'UFC 148 et de son combat contre Tito Ortiz et on ne se souviendra que du meilleur. Numéro 14, Dan Anderson. Comme souvent dans ces listes, Dan Anderson est un vrai casse-tête. Et pour cause, Endo a combattu dans 3 catégories de poids distinctes et lorsqu'on fait ce genre de classement, ses accomplissements sont nécessairement divisés. Chez les moins de 93 kg, Dan Anderson a failli réussir le tiercé gagnant. Après être devenu champion au Pride en battant Wanderlei Silva, il a immédiatement obtenu une chance d'unifier cette ceinture à celle de Quinton Jackson à l'UFC après la fermeture de l'organisation japonaise. Après un combat extrêmement serré, il n'est pas parvenu à battre Rampage et a quitté l'UFC 75 bredouille. Comme cela a souvent été le cas dans sa carrière, il a continué les fluctuations de poids et a concouru chez les poids moyens et les poids lourds. L'UFC 75 ne marque pas la fin de son aventure chez les lourds légers et il deviendra champion de la catégorie au Strikeforce en 2010. Une belle réussite pour lui, mais il faut l'admettre, la compétition n'y était pas de très haut niveau. C'est assez difficile d'isoler certaines parties de sa carrière pour le faire figurer dans un tel classement, mais Dan Anderson a une histoire riche chez les moins de 93 kg, notamment au Pride, et d'ailleurs, sa victoire lors du tournoi de l'UFC 17 a eu lieu dans la vieille catégorie des moins de 90 kg. Endo sera un éternel cas de confusion, mélangeant ses changements de poids et son assistance médicamenteuse, mais je pense que le placer à cet endroit de la liste est plutôt honnête. Numéro 13, Jan Blachowicz. La route jusqu'à la ceinture n'a pas été simple pour Jan Blachowicz. Comme une démonstration de l'état actuel de la division des lourds légers, il reste le seul champion depuis John Jones à avoir réussi à défendre sa ceinture. Mais ce qui marque vraiment les esprits lorsqu'on parle de Jan, c'est le chemin parcouru jusqu'à son combat contre Dominic Reyes. Il a fallu 6 ans et 15 combats à l'UFC au Polonais pour devenir champion. Un statut que la quasi-totalité des fans pensaient qu'il n'atteindrait jamais. Il faut dire que ses débuts dans la promotion sont un peu catastrophiques. Après 6 combats à l'UFC, il n'a que 2 victoires à son actif et l'ancien champion du KSW ne semble être que l'ombre de lui-même. Mais il va alors s'embarquer dans une incroyable série de combats qui va écrire sa légende et faire naître le mythe de la Polish Power. Un changement radical de mentalité et un enthousiasme retrouvé pour le sport seraient à l'origine de ce second souffle. 9 combats et 8 victoires plus tard, le voilà champion du monde après avoir mis KO le très maudit Dominic Reyes. La victoire la plus médiatique de sa carrière est intervenue quelques mois plus tard lorsqu'il a mis fin à la série de 20 succès d'Israel Adesanya. À 40 ans, il est confortablement installé dans le top 5 de la division et sa défaite par décision partagée contre Alex Pereira n'a pas trop mal vieilli. Nul doute qu'il ne sera jamais trop loin d'un combat pour la ceinture et qui sait, il lui reste peut-être encore de quoi rêver une dernière fois. Numéro 12, Randy Couture. Comme Dan Anderson, Randy Couture est un combattant multidivisionnel et il a trouvé du succès chez les poids lourds et les lourds légers. S'il est aussi bas sur cette liste, c'est qu'il n'a pas beaucoup combattu chez les lourds légers, mais quand il l'a fait, il a produit des étincelles. 2 fois champion de l'UFC dans la catégorie, il a notamment battu Tito Ortiz, Chuck Liddell et Victor Belfort en tout juste 1 an. Sa défaite de l'UFC 46 est intervenue sur blessure et sans ça, il aurait pu se payer le luxe d'un passage parfait dans la catégorie. Évidemment, il a continué d'alterner entre les 2 divisions avant de revenir chez les lourds légers pour quelques combats en 2009. Randy Couture a créé un style de combat unique, combinant son
passif en lutte gréco-romaine et un striking agressif pour imposer de longues séquences de clinch à ses adversaires. Il n'est pas le combattant le plus sophistiqué de l'histoire du sport, mais il était un gros lourd léger et il a usé de ses avantages physiques avec brio. Comme on le sait, Ladel a fini par craquer le code couture en lui imposant une guerre brouillonne et en le mettant KO lors de l'UFC 52. Évidemment, le palmarès de Randy chez les lourds légers n'est pas au niveau de celui qu'il a réussi à accumuler chez les poids lourds, mais au début des années 2000, peu de combattants pouvaient rivaliser avec Randy Couture. Numéro 11, Glover Teixeira. Il m'arrive parfois de sérieusement me demander ce que Glover aurait pu accomplir de plus s'il n'avait pas fait ses débuts à l'UFC si tard. Endigué par des problématiques de visa, la carrière de Glover a failli s'arrêter avant même que le Brésilien ne pose un pied dans la plus grosse promotion mondiale. Teixeira a bataillé aux côtés de sa femme pour obtenir le droit de se rendre sur le sol américain, et une fois qu'il l'a obtenu, il a enfin pu montrer au monde entier ce dont il était capable. Une première série de 5 victoires lui a permis d'obtenir une chance à la ceinture de John Jones en 2014, mais comme souvent, Jones a très largement dominé le combat et il a renvoyé Glover au milieu d'une foule de challengers. Pendant de longues années, Teixeira a bataillé pour se démarquer de nouveau, essuyant plusieurs revers, mais en 2019, il a entamé une nouvelle série de 5 victoires pour obtenir une deuxième chance à la ceinture. Lors de l'UFC 267, à 42 ans et après 19 années de carrière professionnelle, Glover a enfin accompli son rêve et il est devenu champion du monde. Exemple de courage et d'abnégation, il a défié le temps et n'a jamais cessé d'affiner son style. Combattant très complet, cette ceinture récompense un travail acharné et rarement un champion n'a autant fait l'unanimité auprès des fans. C'est d'ailleurs la beauté de son histoire qui rend encore plus triste les circonstances dans lesquelles il a pris sa retraite. Glover aurait mérité mieux qu'une arène vide, mais l'histoire ne l'oubliera pas. Numéro 10, Rashad Evans. Avis peut-être impopulaire, mais je trouve que Rashad Evans est un petit peu surcoté. Je sais que son palmarès contient pas mal de noms importants et de belles séries de victoires, mais il a tout de même eu la fâcheuse habitude d'affronter des légendes en bout de course. Ce n'est pas pour dire que Rashad n'est pas un combattant incroyable car il l'est, mais je trouve souvent les fans généreux lorsqu'ils évoquent le passif de Suga. Une fois que cela est dit, il y a un niveau de qualité de sa carrière qui est indéniable, surtout dans la première moitié. Lutteur de formation, il a fait des progrès conséquents sur les pieds comme en témoignent ses victoires par KO contre Chuck Liddell, Sean Salmon ou encore Tito Ortiz. De la lutte, il a notamment hérité d'un gros cardio qui lui a permis de développer un style très dynamique en striking et des transitions extrêmement fluides pour amener le combat au sol. Comme je l'ai dit plus haut, ces séries de victoires sont un peu tronquées à mon sens par sa propension à combattre des adversaires vieillissants, mais il a bien sûr des succès très significatifs. Évidemment, le point culminant de sa carrière est sa prise de pouvoir lors de l'UFC 92. Rashad y a battu le très populaire Forrest Griffin pour devenir champion de l'UFC, mais n'a gardé son titre que quelques mois avant de le céder à Lyoto Machida. Sa carrière est évidemment marquée par ses rivalités contre Quinton Jackson et John Jones qui ont donné lieu à quelques séquences légendaires. Rashad était une véritable star qui a été à la tête d'affiche de 2 soirées ayant vendu plus d'1 million de pay-per-view et il a affronté et battu presque tous ses contemporains. Numéro 9, Frank Shamrock. Comment aurais-je pu faire cette liste sans évoquer le premier grand champion de l'histoire de l'UFC? Même si Dana White fait de son mieux pour l'effacer de l'histoire du sport, il est important de ne jamais oublier Frank Shamrock et l'héritage qu'il a laissé au MMA. Champion inaugural des lourds légers de l'UFC et du WEC, Shamrock était en avance sur son temps et le premier combattant à avoir réellement mélangé les arts martiaux pour créer un style unique. Bien qu'on était encore au balbutiement de ce qu'on peut voir aujourd'hui, Frank était un premier exemple de ce que l'on pouvait obtenir en mélangeant de la lutte au pied-point. Déjà une grande star du pancrace, il a immédiatement conquis l'UFC, dominant ses adversaires jusqu'à vaincre un jeune Tito Ortiz lors de l'UFC 22. Fait unique dans l'histoire de l'UFC, c'est le manque de compétition qui l'a poussé à quitter la promotion et à abandonner sa ceinture. Au moment où il a quitté l'UFC, il était indéniablement le meilleur combattant du monde, mais comme on le sait, il n'est pas reconnu à sa juste valeur à cause de sa relation avec Dana White. Il est le plus gros oubli du Hall of Fame de l'UFC, et comme beaucoup de fans, j'espère que cet oubli volontaire sera réparé dans un futur proche. Numéro 8, Lyoto Machida. Lorsque Lyoto Machida est devenu champion de l'UFC, tout le monde pensait qu'il était sur le point de régner sur le sport pendant de longues années. Il faut dire que le Brésilien était sur une série de victoires dévastatrices qu'il a notamment vu battre aisément Tito Ortiz et Thiago Silva. Il dominait ses adversaires avec tellement de facilité qu'il paraissait insubmersible. Rashad Evans était invaincu et Machida en a disposé comme si de rien n'était. C'était un moment si fort que Joe Rogan n'a d'ailleurs pas pu s'empêcher de proclamer que l'ère de Machida avait débuté. Son implantation du karaté et sa propension à laisser ses adversaires sans vie ont fait de lui un favori de la foule, même s'il a parfois eu la fâcheuse tendance d'en faire le minimum et d'attendre les victoires par décision. Son style peut être décrit comme évasif, insaisissable ou encore fuyant. Il frustrait ses adversaires en les poussant à la faute. Comme Anderson Silva, il se servait de ses kicks pour maintenir ses adversaires à distance. Bien que moins puissant que ceux de The Spider, il s'en est servi pour remporter de nombreux combats, notamment contre Randy Couture et Vitor Belfort. Avec du recul, il a peut-être émergé un peu trop tardivement pour avoir le temps de se construire un palmarès très étoffé, mais il a tout de même battu la plupart des meilleurs lourds légers de son temps. Malheureusement, l'une des images les plus tenaces de sa carrière est cette défaite par guillotine contre John Jones lors de l'UFC 140. Mais même si l'ère de Machida n'a pas duré très longtemps, Lyoto a eu le temps d'écrire sa page de l'histoire du MMA. Numéro 7, Tito Ortiz.
Tito Ortiz est un combattant que j'aime beaucoup, et même si ça me fait de la peine de l'admettre, il a vraiment régné sur une division des lourds légers très faiblarde. Au début des années 2000, l'UFC a besoin d'un champion des moins de 93 kg après le départ de Frank Shamrock. Lors de l'UFC 25, Tito bat Wanderlei Silva dans un combat souvent oublié car il était très ennuyeux et il devient champion du monde. Il va s'en suivre l'un des règnes les plus fournis de la division avec 5 défenses de titre, mais quand on s'y intéresse de plus près, la faiblesse de l'opposition est assez évidente. Il faut dire que les meilleurs lourds légers de la planète sont au Pride et Ortiz va empiler des succès contre des combattants de seconde zone ou des combattants de plus petit gabarit que lui. C'est sans trop de surprise qu'il a eu un peu plus de mal contre des adversaires du calibre de Randy Couture ou de Chuck Liddell. Je ne veux pas remettre en cause tout ce qu'il a été capable d'accomplir bien sûr, mais force est de constater qu'il a été protégé par l'UFC dans le matchmaking car c'était une star qui rapportait gros. Évidemment, ses rivalités avec Chuck Liddell et Ken Shamrock ont été de formidables fils rouges tout au long des années 2000 et il a bien sûr des grosses victoires à son palmarès. J'ai l'impression d'avoir un peu tapé sur Tito, donc je vais aussi revenir sur ce qui a fait de lui un excellent combattant. Tito usait parfaitement de sa lutte pour contrôler ses adversaires et imposer son ground and pound tonitruant. Il faut dire qu'Ortiz était un combattant très puissant et un grappleur extrêmement efficace. Son sol est d'ailleurs très sous-estimé et il a offert une belle résistance à Lyoto Machida dans l'exercice. La chute a été un peu brutale pour lui en revanche. Une nouvelle génération a émergé au milieu des années 2000 et les pépins physiques se sont accumulés. Ce n'est pas tant qu'il s'est mis à perdre contre n'importe qui non plus car il a continuellement affronté des gros noms, mais il était sur un clair déclin et s'est même exilé au Bellator, ce qui n'est jamais un très bon signe. Il a eu un rôle significatif à l'UFC et a aidé à maintenir la promotion à flot dans des heures sombres, ce pourquoi il est rarement mentionné d'ailleurs. Même s'il n'a pas affronté que des gros adversaires, il reste un ancien champion du monde avec 5 défenses de titre et une figure primordiale du MMA du début des années 2000. Numéro 6, Mauricio Rua. En 2005, le Pride a programmé un deuxième Grand Prix chez les moins de 93 kg, espérant qu'il permettrait d'écrire un nouveau chapitre dans la rivalité entre Quinton Jackson et Wanderlei Silva. Mais ça, c'était sans compter sur la présence de Mauricio Rua. À la surprise générale, le Brésilien a battu Rampage, Antonio Roguero Nogueira, Alistair Overeem et Ricardo Arona en tout juste 4 mois pour remporter le Grand Prix. Dès lors, il est évident que Shogun est l'un des meilleurs combattants du monde et peut-être même le meilleur lourd léger de la planète. Invaincu au Pride chez les moins de 93 kg jusqu'à la fermeture de la promotion, il se heurte à un mur pour ses débuts à l'UFC lorsqu'il est soumis par Forrest Griffin dans le co-main event de l'UFC 76. Cela lui a pris plus de temps qu'il ne le pensait, mais il a fini par prouver sans doute possible qu'il est le meilleur combattant de sa catégorie quelques années plus tard, lorsqu'il devient champion de l'UFC en battant Lyoto Machida. Son incroyable longévité va se heurter à un jeune John Jones qui est en train de rouler sur le sport, et Shogun ne sera pas de taille contre le prospect. Cette défaite marque le début d'un déclin ferme pour Mauricio qui alternera victoire et défaite avant de prendre sa retraite au début de cette année. Héritier de la tradition du shoot au box, son style agressif lui a permis de prendre part à ce que je considère sûrement comme le meilleur combat de l'histoire du MMA, le main event de l'UFC 139 contre Dan Anderson. Il est l'un des 2 seuls combattants à avoir remporté un Grand Prix du Pride et une ceinture de l'UFC, et même s'il est un peu éclipsé par John Jones comme la majorité des lourds légers de son temps, il a marqué le sport de son empreinte. Numéro 5, Quinton Jackson. Si vous voulez passer un bon moment, je vous encourage à regarder de plus près le parcours de Quinton Jackson au Pride parce que vous allez vous régaler. Rampage était un combattant exceptionnel, féroce et extrêmement violent. Sans Wanderlei Silva, il aurait été le clair numéro 1 de la promotion japonaise chez les moins de 93 kg. Il faut dire que Silva l'a empêché de remporter le Grand Prix de 2003 et la ceinture l'année d'après. Mais Quinton Jackson n'est pas resté l'éternel second toute sa carrière. À 29 ans, il bat Chuck Liddell et a remporté la ceinture de l'UFC, prouvant qu'il était à son tour devenu le meilleur du monde. Il s'est même payé le luxe de venger ses défaites contre Wanderlei l'année suivante en mettant KO le Brésilien. Quinton est un boxeur agressif avec un style très old school. Ce qu'il veut, c'est combattre brutalement et qu'un vainqueur clair émerge de chaque affrontement. Et à ce petit jeu-là, c'est bien souvent lui qui est sorti gagnant. Extrêmement durable, il s'est aussi spécialisé dans les slams, une arme qui n'est pas vraiment une prouesse technique en soi, mais plus la démonstration de la bestialité de son style. Même alors qu'il était clairement attaqué par le temps, il a remporté un tournoi au Bellator en 2014. Malheureusement, comme on s'en doutait vu sa personnalité, il a continué à combattre un peu trop longtemps et la fin de sa carrière est un petit peu triste. Quinton restera à jamais une icône du MMA et ses affrontements contre Wanderlei seront toujours une démonstration de la beauté barbarique de ce sport. Numéro 4, Daniel Cormier. Lorsqu'on parle de combattants éclipsés par John Jones, on trouve difficilement un exemple plus concret que celui de Daniel Cormier. Sans Jones, DC serait peut-être considéré comme le plus grand combattant de l'histoire du MMA. Et si vous trouvez que j'exagère, n'oubliez pas qu'il n'y a que 2 combattants qui ont une victoire contre Cormier, John Jones et Stipe Miocic. Daniel est un combattant au physique plutôt unique et il a entamé sa carrière professionnelle fort d'un passif impressionnant en lutte. Après un passage très réussi chez les poids lourds, il décide de changer de catégorie de poids en 2014 et c'est là que la magie va réellement opérer. Après une défaite contre John Jones lors de l'UFC 182, il va profiter de l'absence de ce dernier pour entamer un long règne coupé en 2 par une défaite transformée en no contest contre son rival en 2017. Avec 3 défenses de titre, Cormier est le seul contemporain de Bones à avoir réussi à se construire un véritable palmarès dans la division, bien aidé bien sûr par les frasques de John qui l'ont tenu à l'écart de la compétition à plusieurs reprises.
Contrairement à ce que certains fans pensent, Cormier n'avait pas qu'une seule corde à son arc en revanche. Bien que sa lutte était d'un niveau exceptionnel, il l'a couplé d'une grosse force de frappe et de très bonnes tactiques en clinch. Ses progrès en striking ont été fulgurants tout au long de sa carrière, même s'il n'a jamais vraiment été un maître en la matière. Je pense que son passage chez les lourds légers sera toujours teinté de l'absence de Jones et du fait qu'il était le clair deuxième homme de la division, même avec la ceinture entre les mains. Numéro 3, Chuck Liddell. Certains d'entre vous vont peut-être trouver que je place Chuck Liddell un peu haut dans le classement, mais en y jetant un regard frais, je me suis surpris à me rendre compte que j'ai un peu sous-estimé la carrière du Iceman toutes ces années. J'offre donc mes excuses les plus plates à Monsieur Liddell, et je dois dire qu'à l'inverse de Tito, il a affronté des tueurs très tôt dans sa carrière. Chuck a battu Kevin Randleman, Vitor Belfort, Alistair Overeem, Randy Couture 2 fois, Tito Ortiz 2 fois, Murilo Bustamante, Guy Mezger ou encore Wanderlei Silva en l'espace de 5 ans. Il est devenu champion de l'UFC et a défendu son titre 4 fois avant de le céder à Rampage et d'entamer un déclin brutal. J'ai une fois entendu un commentateur décrire Chuck comme Justin Gaethje en plus grand, et d'une certaine façon, je trouve que la comparaison a du sens. Avec une défense de lutte exceptionnelle, Chuck a forcé ses adversaires à rester sur les pieds et à se battre brutalement. Dans une ère dominée par les lutteurs, il a développé un style parfait pour contrer le standard de l'époque, et en le faisant, il est devenu une véritable star. Chuck est l'un des premiers gros noms médiatiques de l'histoire du MMA, et il a été le visage de l'UFC pendant de longues années. L'un des défauts de son style de combat en revanche, c'est que Chuck a pris beaucoup de coups, et qu'être dans des guerres répétées a des conséquences. Après avoir pris 4 KO en 3 ans, il était évident que Chuck était en perdition et que son corps n'arrivait plus à suivre. Dana l'a donc forcé à prendre sa retraite et à accepter un travail au sein de l'UFC. J'ai évoqué plusieurs fois sur la chaîne la catastrophe que fut son retour en 2018 et je préfère l'oublier pour cette fois-ci. Je vais me contenter de dire qu'un second regard sur la carrière de Chuck m'a permis de revoir son cas et parfois c'est nécessaire pour apprécier pleinement un combattant. Numéro 2, Wanderlei Silva. La façon la plus simple de décrire Wanderlei Silva est de dire qu'il est le combattant le plus brutal de l'histoire du MMA. The Axe Murderer brille par son agressivité et il a régné sur les moins de 93 kg du Pride de la création de la promotion jusqu'à sa fermeture. Plus qu'un combat, regarder Wanderlei dans le ring, c'est comme regarder un animal chasser sa proie. Avant que ne sonne la cloche, il a les yeux rivés sur son adversaire et dès que le combat commence, il fonce en usant d'un rythme effréné et combinant pieds, poings et genoux vicieux pour démolir son opposition. Son style peut sembler un peu barbarique même pour les heures sombres du MMA, mais il a été rudement efficace. Wanderlei est le champion inaugural des moins de 93 kg du Pride, une ceinture qu'il a défendue à 4 reprises, le record de la promotion japonaise. Il a également remporté le Grand Prix de 2003 en terrassant Rampage. Wanderlei était le roi du Pride, et même si ses tentatives chez les poids lourds se sont moins bien passées pour des raisons physiques évidentes, il est resté pratiquement intouchable pendant près d'une décennie chez les moins de 93 kg. Comme on le sait, la transition vers l'UFC ne s'est pas passée comme il l'aurait voulu, et honnêtement, il n'a plus jamais été le même combattant après sa défaite contre Mirko Cro Cop au Pride Final Conflict de 2006. Digne représentant du shoot au box, il est peut-être son premier grand héritier. Son aura d'invincibilité n'est pas extrapolée, Wanderlei semblait imbattable autant qu'il était violent, et son style tranchait totalement avec celui de ses pendants de l'UFC de l'époque. Numéro 1. John Jones. Évidemment, John Jones est au sommet de cette liste. Si on oublie sa disqualification contre Matt Hamill, Jones est toujours invaincu après 15 années de carrière professionnelle. Je sais que certaines personnes ont du mal avec le passif de dopage de Jones et toute la liste d'incidents extrasportifs qui l'accompagnent, mais John est indéniablement le meilleur combattant des moins de 93 kg de l'histoire. La liste des adversaires qu'il a battus dépasse l'entendement. Ryan Bader, Mauricio Rua, Rampage Jackson, Lyoto Machida, Rashad Evans, Vitor Belfort, Chael Sonnen, Alexander Gustafsson, Glover Teixeira, Daniel Cormier, j'en passe. Jones a battu plusieurs générations de combattants et les a privés d'une chance de toucher la ceinture de champion du monde. Dans la cage, John est un véritable phénomène. Presque aucun combattant ne fait preuve d'autant de créativité et d'évolution que lui. Son jeu de kick est presque parfait et sur les pieds, il se sert de son allonge comme personne. Évidemment, il excelle également en grappling et c'est un des outils les plus importants de son arsenal. Il n'y a pas vraiment de défaut dans la carrière de John dans la cage et hormis quelques décisions serrées, il est difficile de le regarder autrement que par le prisme de la perfection sportive. Évidemment, lorsqu'il a évoqué sa carrière dans son intégralité, c'est aussi les frasques et les polémiques qui nous viennent en tête, mais pour ce qui est de l'octogone en tant que tel, Jones est indéniable. Voilà la liste, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires les gars, prenez soin de vous, on se reparle bientôt, à la prochaine, salut l'équipe.